Dans cet épisode de podcast, Flow Métaphénomène, je vais à la rencontre d'Arthur Guérin-Boéry, un des apnéistes les plus titrés au monde, qui vient de battre le record de nage en eau glaciale sous un lac gelé, à la brasse et sans combinaison. Ce record hors norme arrive après des années d'entraînement, après avoir battu un record du monde déjà sous la glace en combinaison, sous la glace avec palme, et nous montre bien la progression, la répétition qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir réaliser de grandes choses. Particulièrement intéressant dans cette interview avec Arthur, c'est l'accumulation de l'attention et la perspective qu'il nous donne sur les drames qu'il a pu vivre dans sa vie, sur les difficultés qui lui ont finalement servi à créer une tension nécessaire, une énergie nécessaire pour se dépasser à la rencontre de l'apnée. Il vient vraiment nous permettre d'affirmer que une activité de flow peut nous nourrir tellement qu'elle est suffisante, qu'elle va pouvoir donner du sens à la vie et nous faire passer d'une larve à un papillon, comme il dit. J'ai hâte de partager avec vous cette interview exceptionnelle, ce record exceptionnel et surtout la simplicité de la pratique de l'apnée qui se suffit à elle-même, qui se suffit à nourrir la vie de beaucoup d'hommes et de femmes et qui nous prouve que le flow, cet espace hors du temps, cet espace où on fait une pause de la vie, va pouvoir donner un sens tellement fort et nous nourrir pleinement. Arthur nous partage aussi comment il a fait depuis ses premières années d'entraînement jusqu'ici, et grâce à son entraîneur, que l'entraînement, la répétition, la culture de cette maîtrise nécessaire à la technique, aux capacités qui permettent de pratiquer l'apnée à haut niveau, peut se faire dans le plaisir, dans l'enthousiasme et avec un côté ludique. C'est une caractéristique, c'est un facteur qui est vraiment essentiel et qui m'a fait encore une fois éclairer ce facteur de flow, du jeu, de l'exploration et de l'enthousiasme. Alors retrouvez tout de suite Arthur et moi-même pour cette interview. Merci beaucoup Arthur d'être présent aujourd'hui pour partager ton expérience sous le prisme du flow. Parce que c'est ça, flow métaphénomène, l'idée c'est vraiment de partager l'expérience, les pratiques, le mode de vie de différents personnages inspirants qui vont pouvoir inspirer la communauté à vivre plus de flow, à se dépasser chaque jour et à être inspiré. Et donc du coup, l'idée aujourd'hui c'est de parler évidemment de ce que tu viens de réaliser, de cette réalisation hors norme, puisque c'est un record du monde. Et je le rappelle, c'est 105 mètres sous la glace dans un lac à hauteur de la mer au Québec, dans une eau entre 0 et 1 degré, on va dire. Et tout ça évidemment en apnée et sans combinaison. Donc la grande difficulté de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a la combinaison du froid et de l'apnée qui vient vraiment cumuler en fait les difficultés qu'on peut retrouver dans les différentes pratiques d'apnée, on va dire. Et du coup, je voulais tourner autour de ça aujourd'hui, mais aller vraiment dans quelque chose de plus global aussi, et commencer avec qu'est-ce qui t'a amené à l'apnée d'abord. Dans un premier temps, je crois que c'est il y a 10 ans que tu as commencé, et qu'est-ce qui t'a motivé en fait dans l'apnée? Est-ce qu'il y a une expérience? Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où il y a eu quelque chose qui a fait ok, ça c'est ce que je veux faire tous les jours, etc., etc. Alors j'ai commencé l'apnée en 2011. Euh, Comment j'y suis venu? C'était un sport qui me fascinait pas mal depuis pas mal de temps.
depuis l'âge de 10-12 ans, on va dire. Voilà, bon, j'ai été très marqué par le Grand Bleu, évidemment, même si c'est un peu cliché. Et puis plus tard, à l'adolescence, j'ai commencé, moi, à en faire en vacances, voilà, quand je le pouvais, à essayer de descendre en mer. Voilà, je m'amusais en vacances un peu tout seul à essayer de faire de l'apnée, un peu comme tous les ados, les gamins d'ailleurs, hein. Euh, mais il y a vraiment quelque chose qui me plaisait là-dedans, quoi, voilà, je m'y retrouvais. Et un petit peu plus tard, donc à l'âge adulte, à l'âge de 25-26 ans, je me suis remis au sport après mes études d'ingénieur du son à Paris. J'ai vécu à Paris, moi j'ai grandi à Paris de toute façon, donc je suis vraiment un pur parigo. Et, euh, et en me remettant au sport après mes études, je me suis orienté vers la natation parce que j'adore nager et que le contact avec l'eau m'attirait. Et en cherchant un club de natation, en fait, tout simplement, je me suis dit, tiens, mais j'adore l'apnée. Est-ce que ça existe des clubs d'apnée ou est-ce que je suis le seul imbécile, voilà, à penser à ce genre de choses? Et voilà, et donc j'ai cherché sur Google et je me suis rendu compte qu'il y avait des clubs d'apnée partout. C'était un sport en pleine explosion et du coup je me suis inscrit comme ça. Voilà, je me suis inscrit dans un club. Ça a commencé très simplement et donc à l'époque c'était pas du tout quelque chose où je me disais tiens je vais faire ma vie là-dedans. Euh, C'était vraiment une activité de loisir que je pratiquais une fois par semaine dans un club à Montreuil en région parisienne, Apnée Passion, qui est un des plus grands clubs français d'ailleurs. Et, euh, et j'ai commencé donc par une année de découverte. J'ai fait un baptême, ensuite j'ai fait une année de découverte. Et ensuite, après cette année de découverte, on m'a proposé d'intégrer la ligne compétition de mon club, hein, dans des clubs d'apnée indoor. Donc, comme à Paris, ça se pratique en bassin, bien sûr. Donc, on fait de l'apnée dynamique. Euh, Ce que pratiquent en réalité la plupart des licenciés, hein, en France, parce que tout le monde n'habite pas à Nice. Et donc, tout le monde n'habite pas entre Monaco et Perpignan, on va dire, pour, euh, pour être un petit peu plus large dans mon propos. Et du coup, la plupart des pratiquants, en fait, pratiquent en bassin. Et c'est une discipline à part entière, hein, qu'on appelle l'apnée dynamique, hein, qui se pratique en bassin. Donc, c'est vraiment de l'horizontalité plutôt. Et donc, j'ai commencé par ça, même si après, je me suis diversifié évidemment et qu'aujourd'hui, je dirais que même ce que je préfère faire, c'est descendre en mer parce que je trouve que c'est plus sympa. En tout cas, j'ai commencé comme ça. Et, euh, et donc, après une année de découverte, j'ai intégré cette fameuse ligne compétition dans mon club, parce que donc, on est dans des piscines où il y a plusieurs lignes quand on s'entraîne en club. Et souvent, dans les clubs, il y a une ligne qui est réservée aux compétiteurs, qui s'entraînent un petit peu plus durement que les autres, on va dire. Et moi, on m'a proposé, voilà, d'intégrer cette ligne compétition parce que les gens qui m'encadraient trouvaient qu'il y avait un potentiel intéressant. Et donc, je me suis mis à m'entraîner avec eux et j'ai commencé à faire des compétitions. Donc, c'est arrivé assez vite, j'ai très vite progressé. Et je me suis retrouvé à être sélectionné en équipe de France à la fin de cette deuxième année, du coup. Et là, j'ai été sélectionné en équipe de France au championnat de France d'apnée. Il y a le championnat de France d'apnée tous les ans, hein, comme dans tous les sports. Il y a un circuit de compétition nationale fédérale et à la fin de l'année, il y a les championnats de France. Donc je disais, voilà, il y a un circuit de compétition qui se termine à la fin de la saison par les championnats de France. Donc j'étais au championnat de France. J'ai été recruté, enfin repéré par les sélectionneurs de l'équipe de France et le directeur technique national de l'équipe de France d'apnée, qui m'ont proposé d'intégrer le groupe France en vue des championnats du monde en 2013 qui avaient lieu en Russie, à Kazan. Et donc là, je suis parti en équipe de France pour la première fois. Et c'est là qu'a commencé, pour répondre à ta question, c'est là qu'a commencé à germer l'idée de pourquoi pas de devenir apnéiste professionnel et d'en faire plus qu'un simple hobby. Donc voilà, en fait, ça a été assez vite, ça s'est fait sur 2-3 ans. Ouais, moi, naturellement, quand tu me dis ça, j'ai l'impression que c'est même très rapide comparé à l'idée qu'on peut avoir de la progression nécessaire et de l'entraînement nécessaire pour arriver à un haut niveau dans une activité physique et dans un sport en général.
Est-ce que tu pourrais, s'il y avait une chose que tu sens qui a fait que tu es allé aussi vite pour progresser, qu'est-ce que ce serait? Bah, l'apnée est un sport dans lequel il n'est pas nécessaire de commencer très très jeune pour exceller, étant donné que c'est un sport essentiellement basé sur la capacité de relâchement, la capacité à se dépasser mentalement, on va dire. Eh ben, si on a ces capacités-là, déjà, on a fait une grosse partie du boulot pour pouvoir progresser en apnée. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai pu atteindre le haut niveau en commençant aussi tard et en allant aussi vite dans la progression. C'est que, en fait, si tu as les facultés mentales pour réussir à rester dans le relâchement malgré la difficulté, eh ben, tu peux aller très vite, très loin en apnée, quoi. Et c'est très intéressant parce que ça, alors, dans toute l'étude donc de l'état de flow, qui est cet état de conscience optimal dans lequel on peut être, où on est hors du temps, dans un espace complètement ouvert à tout ce qui pourrait être possible, on va avoir cette notion de confort dans l'inconfort. Et c'est la première étape du cycle du flow. Et le cycle du flow, c'est justement ce confort dans l'inconfort, cet effort, cette répétition, ce travail, qu'il soit physique ou mental, peu importe, ou émotionnel. Ensuite, on a une phase de lâcher prise. Ensuite, on a la phase de flow. Et ensuite, on a une phase de récupération. Et, euh, et du coup, ça m'intéresse beaucoup d'aller un petit peu plus loin dans ce confort dans l'inconfort. Est-ce que naturellement, tu avais construit ou peut-être développé cette capacité dans d'autres domaines dans ta vie et tu penses que tu avais plutôt une personnalité justement qui arrivait à trouver dans le stress une sorte de confort aussi dans d'autres domaines ou est-ce que ça s'est révélé vraiment grâce à l'apnée? Euh, je dirais que ça s'est révélé grâce à l'apnée. Euh, mais, mais je dirais que j'ai quand même été formaté comme ça de par mon éducation et mon parcours de vie. Donc il y a eu voilà, il y a eu une enfance pas facile, voilà, avec des événements assez dramatiques. J'ai notamment perdu ma mère assez jeune. Et donc en fait, si tu veux, beaucoup de déménagements, tu vois, beaucoup de peu de repères, voilà, une enfance assez violente en réalité, quand on regarde, ce qui s'est passé. Après avec quand même un cadre familial, hein, mon père était très présent, j'ai une sœur aussi avec qui j'ai grandi, on était quand même très soudés, mais quand même avec une enfance et une adolescence assez violente. Voilà, donc j'ai été confronté à pas mal de violences, d'événements difficiles et donc en fait ça forge un caractère et ça forge une force mentale aussi. Ça forge une capacité de résilience, une capacité à faire face aux difficultés. Et en fait, je pense que ça a beaucoup joué dans ma capacité à réussir à me dépasser dans un exercice, somme toute assez difficile, qui est celui de réussir à aller loin en apnée. C'est un exercice très difficile, hein, l'apnée à haut niveau. Alors après, à un niveau loisir, c'est complètement différent, hein, c'est accessible à tous, c'est vraiment un sport bien-être très agréable. Mais comme beaucoup de sports, quand on passe dans le haut niveau et dans la compétition à haut niveau, bah, c'est plus du tout la même chose. Et donc là, c'est un sport très difficile. Je pense que voilà, la manière dont je me suis construit tout au long de ma jeunesse m'a permis d'avoir les clés pour réussir à me dépasser mentalement dans ce sport qui a quand même été un déclencheur par rapport à ça. Parce qu'effectivement, euh, c'est vraiment en commençant l'apnée que je me suis réalisé dans ce type d'exercice, quoi, voilà. Euh, avant ça, j'étais, oui, j'étais pas, je faisais rien qui me mettait en tout cas à l'épreuve par rapport à ça, quoi. Si ce n'est ma vie elle-même en réalité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, non, ça a été, si tu veux, l'apnée pour moi, ça a été un petit peu comme un cadre que je me suis imposé, qui a été nécessaire à une période de ma vie où justement j'avais besoin d'être cadré et qui m'a beaucoup apporté d'ailleurs.
L'analogie que je fais souvent, si tu veux, c'est comme si tu compares un petit con de 19 ans qui fait des conneries et qui part à l'armée pour se faire cadrer, quoi, tu vois. Ou qui part à l'armée parce qu'il sait pas quoi foutre et qu'il a besoin d'un cadre, justement. Et ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec moi et l'apnée. J'avais 25-26 ans, j'étais dans une vie parisienne qui me convenait pas, je savais pas trop quoi faire. Voilà, je n'osais pas me lancer dans la musique à l'époque parce que moi je suis plutôt musicien, donc guitare chant. Et je n'osais pas trop me lancer, j'avais sûrement pas le courage, un peu peur, voilà, et un peu de manque de confiance aussi. Et donc en fait, j'avais besoin de me cadrer dans une activité qui justement m'imposait une certaine rigueur, une certaine difficulté, et m'imposait un cadre et une voie à suivre en fait. Et donc l'apnée a vraiment été ça pour moi au début, en tout cas les 3-4 premières années. Euh, Et ensuite, quand j'ai décidé de devenir apnéiste professionnel à 100%, bah là, c'est devenu autre chose. Là, ce travail a été terminé et je suis rentré dans une autre phase où aujourd'hui, voilà, je me suis transformé grâce à l'apnée et je suis rentré dans autre chose qui aujourd'hui est plus, voilà, je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus en confiance. Je maîtrise absolument tous les concepts liés à ma discipline, enfin même si je découvre encore plein de choses tous les jours, mais j'essaye en tout cas de maîtriser les concepts qui entourent ma discipline et du coup je peux m'exprimer dessus, partager ça avec du public dans le cadre de conférences, monter des projets de communication avec mes partenaires. Je peux me professionnaliser en réalité dans cette discipline. Et donc je suis rentré dans autre chose en fait, dans quelque chose de beaucoup plus accompli justement et beaucoup plus serein. Mais à la base, voilà, pour répondre à ta question, effectivement, c'est l'apnée qui a été le déclencheur de tout ça et qui a été dans la continuité, dans ce même contexte, qui a été clairement aussi le déclencheur d'une transformation de vie qui m'a amené d'une espèce d'état un peu larvaire à celui de papillon, quoi, tu vois. Voilà. Ok. Ouais, merci pour ce partage parce que c'est extrêmement important pour nous tous et aussi dans les concepts de flow, justement, de comprendre cette nécessité de structure, qu'elle soit au niveau d'une activité ou au niveau de sa vie, pour concentrer en fait ses capacités, que ce soit les capacités psychiques, les capacités émotionnelles, les capacités physiques. Et que si on n'a pas cette structure et qu'on est que dans la spontanéité, eh ben en fait on va disperser ça. Et on va être un peu dans la larve qui ne sait pas où elle va et puis qui du coup crée de plus en plus de manque de confiance et de manque d'estime. Et puis quand on canalise et que chaque jour on fait des progrès dans quelque chose, grâce à cette canalisation, bah, c'est là justement qu'on cultive la maîtrise, comme tu l'as dit, et tu arrives à un niveau de maîtrise où tu vas ensuite expandre, créer une expansion au niveau de tes capacités, tes compétences. Et donc par exemple là, c'est la diversité des projets, les partenaires, tout ce que tu peux faire dans l'apnée ou les différents records. Donc c'est vraiment très important et c'est vraiment très beau de voir ça. Et je voudrais revenir sur un moment, peut-être, dans... Est-ce qu'il y a un moment en apnée dont tu te rappelles le plus? Un moment sous l'eau dont tu te rappelles le plus dans ta vie? Est-ce qu'il y en a un qui est le plus marquant ou alors est-ce qu'il y aurait une phase de ta vie en apnée qui est la plus marquante ou la plus remarquable, tu vois, la plus où tu te sentais le mieux? Bah, ça dépend dans quel domaine, effectivement. Si c'est dans la difficulté, les événements marquants, ça va être certains de mes records du monde, ouais, où j'ai des souvenirs d'apnée qui ont été très difficiles, mais qui m'ont amené à concrétiser des objectifs qui étaient très importants pour moi d'un point de vue d'athlète, quoi. Donc ça, c'est une chose. Et puis sinon, les moments les plus marquants en termes de plaisir, qui sont différents de ceux-là, bah, c'est des moments d'exploration où j'ai pu, par exemple, me retrouver face à une baleine ou voilà, face à des animaux marins ou dans le grand bleu ou dans des situations comme ça. Donc je dirais que c'est différent selon ce qu'on recherche. Mais il y a eu des événements marquants en apnée dans la difficulté, dans l'effort, dans la performance. Et il y a eu des événements marquants en apnée dans la découverte et dans la rencontre, notamment avec les grands animaux.
Ouais, c'est super intéressant encore une fois parce que tu parles vraiment de cette encore une fois du cycle du flow et qui est tellement important à comprendre avec les différentes valeurs, etc., qui sont à l'intérieur de ça. Mais vraiment, qu'on peut trouver euh, dans l'effort, qu'on peut trouver dans la difficulté, euh, quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du plaisir, on va dire, mais de la satisfaction. Et qui va être vraiment très très important pour nous. Et ensuite, tu as la deuxième phase, donc on va dire la phase de flow à l'intérieur de ce cycle, où c'est vraiment là le pur plaisir, on abandonne complètement, et c'est la béatitude ou la beauté de la nature, justement, etc. Donc je pense que l'apnée est fascinante pour ça aussi, en lien avec le flow, parce que ce phénomène de cycle est très présent. Et je voudrais aller un petit peu plus sur le deuxième point, la deuxième étape de ce cycle, c'est le lâcher prise. Est-ce que, moi en tout cas, quand je fais une activité et quand je vais m'entraîner à l'apnée, parce que je m'entraîne en piscine et je peux voir ou que je vais faire une technique de respiration ou une méditation, n'importe quelle activité qui va me faire déconnecter. Donc j'étais dans un état mental et ensuite je lâche ce truc-là pour passer dans un nouvel état. Est-ce que pour toi ça a été aussi cette possibilité-là, l'entraînement de l'apnée, de dire ok, quand j'arrive là, je switch et je passe dans un autre mode. Et du coup, ça me permet ok, de lâcher prise des trucs et de me redéfinir en fait voilà. Oui, oui, bah, bien sûr, c'est exactement ça l'apnée. Donc, c'est-à-dire que c'est capacité à lâcher prise sur la difficulté. Euh, et ça, c'est le fondement même de ce sport. C'est-à-dire, c'est vraiment réussir à lâcher prise par rapport à la difficulté, mais pas que aussi. C'est un lâcher prise, c'est s'abandonner, voilà, à la fusion avec l'élément aquatique, en apesanteur, dans le silence. Donc il y a quelque chose d'assez introspectif. Et effectivement, on lâche complètement prise quand on est en apnée, que ce soit dans la difficulté d'ailleurs ou même dans le contact avec l'élément, quand on n'est pas forcément dans des trucs très très durs à l'entraînement, que ce soit en mer ou en piscine d'ailleurs. On, on s'abandonne et on lâche prise et on voilà. Après, concrètement, pour parler de lâcher prise par rapport à des choses voilà, donc, vraiment concrètes, hein, qu'on peut facilement se figurer. Je lâche prise principalement à deux moments, moi, sur une grosse performance. Je lâche prise et pour deux choses différentes. Je lâche prise d'abord par rapport à la peur, avant de partir sur, par exemple, mon record sous glace que j'ai Mhm. fait là il y a 2 semaines. Au moment de partir, je lâche prise par rapport à la peur euh, qui peut subsister parce qu'il y a vraiment, bah, je m'apprête à faire un truc très engagé. Voilà, c'est clairement même de l'expérimental hein, ce que je fais parce on est très très peu à avoir fait ce genre de choses, donc il n'y a pas. Ce que je dis d'habitude, tu vois, c'est qu'il n'y a pas 1 million de tennisman qui sont passés sur une foulure du poignet avant moi. Tu vois, c'est-à-dire que on ne sait pas quels sont les risques, on ne sait pas comment les prévenir, on ne sait pas comment les traiter. On ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas comment le corps réagit. Enfin, tout ce que je faisais était très très expérimental au niveau médical. Et donc, il y avait beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Donc, je partais. Voilà. Et à un moment, j'accepte cette peur, cette prise de risque. Et donc, en fait, je lâche prise avec cette prise de risque que j'accepte complètement. Et donc, ça, c'est un premier lâcher prise. C'est-à-dire que je lâche prise et je pars. Voilà, même si, effectivement, il y a de l'inconnu, il y a de la peur, il y a du risque. Mais ça fait partie du jeu. Donc, je l'accepte et j'y vais quand même. Et donc là, déjà, il y a un premier lâcher-prise par rapport à ça. Et ensuite, il y a un deuxième lâcher-prise, c'est par rapport à l'envie de respirer. Donc l'envie de respirer, ensuite, pendant la performance, finit par arriver à un moment donné. Et donc justement, on quitte ce que j'appelle moi la première phase, qui est une phase de confort, pendant laquelle justement, bah, c'est très très hypnotique. Voilà, on est bien, les pensées vont et viennent. Enfin voilà, tout va bien, il n'y a aucun problème. Et à partir d'un moment, du coup, l'envie de respirer arrive. Et à ce moment-là, ça nécessite justement de réussir à lâcher prise par rapport à ça pour rentrer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle phase qui va être une phase de travail, pour le coup, moi j'appelle ça comme ça. Et là, il faut réussir à lâcher prise par rapport à cette difficulté, justement, à l'accepter et et à se détacher de cette sensation qui peut être plus ou moins difficile à supporter.
euh, l'envie de respirer, hein, je parle de ça. Et donc là, il y a un deuxième lâcher prise à ce moment-là. Voilà. Donc c'est concrètement ces deux choses-là sur lesquelles je lâche prise sur une grosse performance Ok. en apnée. Ouais. Et j'ai interviewé et j'ai déjà discuté avec pas mal de gens dans différents domaines par rapport à cette notion-là. Et souvent, ils vont avoir une phrase avec des vertus, avec un état d'esprit qui les accompagne depuis longtemps, qu'ils ont renforcé dans leur entraînement, dans leur vie, et qui fait que d'un coup, ça les anime dans la difficulté. Donc, par exemple, de penser à sa famille, d'avoir une phrase sur des choses ou des vertus de résilience, de courage, etc. Mais je sais qu'en apnée, un des objectifs, c'est justement de diminuer le taux de pensée qu'on va avoir, puisque ça va consommer des ressources d'oxygène, et du coup, c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, dans ces moments de lâcher prise, c'est vraiment justement pour toi se détacher des pensées et il n'y a pas une phrase que tu te répètes, je suppose. Ou alors il y a quand même quelque Non, chose. non, pas vraiment. Effectivement, c'est alors si il peut y avoir des petites phrases qu'on se répète, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver, mais ça va être très très simple. Hein, c'est bon, bah voilà, tout va bien, reste bien conscient des sensations. Voilà, continue coûte que coûte, te laisse pas envahir par les pensées parasites. Voilà, bon, ça peut être ce genre de choses. Après, effectivement, le mieux étant de rester le plus en dehors possible de tout ce qui peut nous atteindre en termes de pensée, qu'elles soient positives ou négatives, parce que si les pensées sont positives au début, elles finiront par être négatives au bout d'un moment. Euh, et en fait, de toute façon, au bout d'un moment, la difficulté prend le dessus sur tous les raisonnements sensés ou insensés qu'il pourrait y avoir. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'envie de respirer est tellement forte qu'en fait, on est juste concentré sur ce qu'on est en train de faire, essayer de le dépasser quoi qu'il arrive et de ne pas craquer surtout. Quoi. Donc ouais, il y a des. Si on se dit des trucs parfois, ça peut arriver, mais c'est vrai qu'il faut il faut essayer d'être le plus serein possible. Mais voilà, moi, ça peut m'arriver par exemple de me dire, ok, bon, bah là, je vais craquer, de commencer à réfléchir à la manière dont je vais pouvoir me justifier à mes coachs, à mon équipe, ou des trucs comme ça. Et, et le temps que je me dise ça, en fait, j'ai déjà dépassé l'endroit où je m'étais dit que j'allais peut-être craquer, quoi, tu vois. Donc ça me remotive et j'arrive à me remettre dedans et j'arrive à voilà. Et puis petit à petit, comme ça, j'essaie de continuer à me motiver à avancer et à trouver les bonnes raisons pour continuer. Et en fait, tout ça, c'est du temps qui passe. Et en fait, pendant ce temps-là, bah, tu nages, donc tu avances, quoi. Et donc, en fait, ça va assez vite. Hein, et in fine, j'arrive assez vite à passer cette phase critique de travail et à arriver vers la fin de la performance où, pour le coup, ça redevient moins compliqué parce que la fin est proche, donc mentalement, ça redevient moins compliqué. Et en fait, à partir de là, c'est gagné. La fin, c'est juste, c'est beaucoup moins compliqué. Mais il y a vraiment une phase difficile qui va entre le début de l'envie de respirer et le début de la phase finale, qui va représenter, par exemple, sur mon record de 300 mètres, les 50 derniers mètres, on va dire. Sur mon record à 105 mètres, là, c'était les 10 derniers mètres, par exemple. Tu vois, ou sur mon record perso à la brasse en bassin à 220 mètres, bah, c'est les 15-20 derniers mètres, tu vois. Où là, voilà. Et sur cette phase finale-là, bah, finalement, ça redevient moins compliqué mentalement, en tout cas. Tu vois. Voilà, voilà, il y a une phase au milieu, effectivement, où c'est très compliqué, et où là, enfin au milieu, d'ailleurs, c'est la majeure partie de la performance, parce que, par exemple, sur mon 300, c'est entre 50, 75 et 250, donc ça représente vraiment la majeure partie de la performance. Euh, ouais, ouais, donc voilà, si tu veux, il y a, voilà, c'est exactement ça c'est exactement ça le process. Il y a différentes phases et j'essaie de rester pendant la phase difficile, en tout cas, un minimum atteint par toutes les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, quoi. Ouais, c'est une des compétences, une des prises de conscience et aussi une des choses qu'on vit tous au quotidien et dont on aimerait tous être le maître, on va dire.
d'arriver justement à dissocier les pensées et à pas se laisser emporter dans les difficultés, on va dire. Euh, j'ai- J'avais une autre question euh, par rapport à ça, c'est quelle est ta... Est-ce que tu aurais... tu disais tout à l'heure être totalement immergé avec l'eau. C'est une des définitions les plus communes à travers toutes les voies d'excellence du flow, en fait. C'est totalement immergé dans ce qu'on est en train de réaliser. Et il y a aussi souvent euh, trois autres facteurs qui sont très importants. C'est la notion de l'espace, la notion du temps et les informations et la richesse d'informations qu'on pourrait avoir ou la créativité qui pourrait naître à ce moment-là. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager sur la notion du temps et la notion de la perception de l'espace, mais l'espace c'est aussi ton corps, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression qu'il s'est passé un grand temps, la notion du temps a changé, et des moments où la notion de ta douleur change, c'est-à-dire que, mais tu l'as dit déjà un petit peu, mais d'un coup, paf, il y a des douleurs, et puis d'un coup, paf, j'arrive aux 10 derniers mètres, et là, je sais que c'est la fin, et ça se relâche. Est-ce qu'il y a des moments particuliers comme ça, par rapport au temps et par rapport à la sensation dans ton corps euh, et à la douleur? Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 bien sûr. Alors déjà, l'hypoxie très profonde fausse la perception du temps. Donc déjà, il y a une perception du temps qui est altérée quand on fait des grosses performances en apnée. C'est-à-dire Ok. qu'à la fin, quand on est très hypoxique, le temps va passer plus vite. En tout cas, on va avoir une perception du temps accélérée. Et Ok. en fait, c'est vrai que du coup, les derniers mètres, on les voit pas trop passer. Euh, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais en tout cas, moi, ça me fait ça assez souvent. Pas sur toutes mes perfs, mais ça c'est arrivé que ça me le fasse, en tout cas. Que la perception du temps soit un petit peu altérée. Voilà. Euh, Après, avec ça, oui, la difficulté mentale, elle s'estompe un petit peu sur la fin parce que on arrive près de la fin, justement. C'est-à-dire Hmm. que mentalement, un marathon, c'est pas les 2 derniers kilomètres les plus difficiles, c'est entre 30 et 40, quoi, tu vois. Hmm, hmm. Donc, c'est exactement pareil. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans le schéma, le cheminement mental de la performance, il y a une phase très difficile au milieu, et parce que c'est déjà très difficile et il reste plein de trucs de temps à parcourir ou de distance à faire, enfin de distance à parcourir. Et du coup, mentalement, c'est abominable. Et puis, plus tu te rapproches de la fin et plus tu y crois, et au final, au bout d'un moment, ça finit par redevenir acceptable. Mais parce que tu savoures presque déjà la victoire, parce que tu te dis, putain, je suis en train de faire un truc incroyable, c'est génial, je vais y arriver, c'est super, c'est presque fini, je suis au bout. Voilà, juste reste bien conscient et bien à l'écoute de tes sensations, et puis tout va bien se passer. Et voilà, c'est ça qu'on se dit à ce moment-là, quoi, sur la fin, quoi. Et la Ouais. difficulté est quand même moins intense, effectivement. Donc Hmm. effectivement, il y a une perception du temps altérée, et effectivement, il y a une perception mentale de l'effort aussi qui évolue au fur et à mesure de la performance. Ouais, ils ont pas mal étudié ça dans les recherches sur le flow, justement, en se disant, mais attends, mais pourquoi tous les sportifs, quand c'est la fin, et quand ils arrivent à la fin, d'un coup, ils repassent en mode super, une grande vitalité, ou alors une force, ou alors tout devient plus facile, où ils sont repartis avec un élan incroyable, comme le second souffle qu'on peut voir chez les coureurs, le second, le deuxième, le troisième, le quatrième, il y en a plein des souffles, hein. Justement, c'est ce cycle-là. Mais ils ont étudié ça et quel était l'état d'esprit et pourquoi ça fonctionnait comme ça. Et tu l'as très bien résumé. Mais c'est vrai que de travailler, de développer cette capacité-là, euh, avant que ce soit la fin, va être vraiment aussi super intéressant, même si c'est évidemment là le plus difficile. Et par rapport à tes motivations en général, par rapport à ça, parce que c'était lié à ce que tu fais, tu disais, je suis en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Quelle serait la motivation pour toi la plus importante à faire ce record, par exemple, mais en général aussi à travers l'apnée? Est-ce que c'est une motivation sur le fait d'arriver à te dépasser, toi, très personnel, d'arriver à montrer au monde aussi qu'on peut aller plus loin que ce qu'on pense et dépasser les limites du potentiel humain en général? Est-ce que c'est quelque chose de très externe sur
Je vais réussir ça, donc aussi ma vie va s'organiser, ma vie va être plus sereine parce que je vais avoir plus de médiatisation, etc. Tu vois, le rapport entre la motivation interne, purement interne, la motivation externe, pour toi, je suppose que c'est un équilibre, mais euh, comme dans le flow, le plaisir de faire l'activité en elle-même est un des facteurs les plus importants. Je voulais vraiment insister sur ce côté plaisir parce que tu nous en as parlé et on sait que la performance, c'est aussi de la douleur, c'est aussi de l'effort. Ça passe toujours par là. Mais le côté plaisir de faire et le côté motivation à long terme aussi. Pourquoi tu fais ça vraiment dans un truc plus global, une vision plus globale? Bah, déjà, pour commencer à répondre à la question, il y a une notion de plaisir dans la performance à haut niveau, mais qui n'arrive qu'après, hein. C'est-à-dire que il y a peu de plaisir en réalité sur une performance en apnée sous glace sans combinaison. En fait, il y a très peu de plaisir. On est purement dans la performance de haut niveau. Le plaisir arrive après, quand on a réussi et que c'est l'aboutissement de 2 ans de travail et de préparation sur sur un exercice un peu hors du commun qu'on a réussi à accomplir en fait. Mhm. Donc sur les mois qui précèdent la performance, on va dire les 2 derniers mois et la performance en elle-même, en réalité il y a peu de plaisir, il y a beaucoup de stress, beaucoup de difficultés, beaucoup de situations extrêmes pendant lesquelles en réalité le plaisir n'existe pas trop. Il arrive surtout après, une fois que c'est fait, et si on a réussi. Si c'est l'échec, bah, c'est enrichissant, mais il y a pas, pas le même plaisir. Euh, Après, en revanche, sur tout ce qui est apnée loisir, donc à un niveau loisir, là, par contre, on est beaucoup plus axé justement sur la prise de plaisir et sur la douceur, sur le ressenti, sur le fait d'être, voilà, de travailler sur le plaisir. Voilà, tout simplement, le contact avec l'élément, la pesanteur, le silence, la glisse. Voilà, là, on est vraiment sur l'aspect un peu exploratoire, je dirais. Mhm. Où là, c'est vraiment, que ce soit en mer ou en bassin d'ailleurs, c'est vraiment axé simplement sur le kiff. Voilà, c'est ça. À partir du moment où on est dans la performance de haut niveau, bah, c'est pas pareil. Voilà, on est sur un truc où bah, c'est risqué, c'est engagé, c'est difficile, c'est désagréable, mais on le fait justement pour le dépassement de soi, pour le fait de mener un projet à bien, un projet qu'on a imaginé, qu'on a rêvé. Donc ça, c'est la première des motivations. Euh, Ensuite, la motivation, oui, c'est aussi de voir un petit peu où est-ce qu'on peut amener son corps dans une adaptation lente et progressive aussi. Il y avait cet aspect un petit peu expérimental pour moi et presque médical, hein, qu'on a essayé de monitorer avec un cardiologue de l'INSEP là, pendant ces 2 dernières années. Euh, et puis, il y a aussi effectivement un projet de communication derrière, mais de communication au sens large du terme, c'est-à-dire l'intime désir de réussir à partager quelque chose d'extraordinaire et de faire rêver les gens. Tu vois. C'est-à-dire pas de la communication en mode, tu vois, je suis pas là pour vendre quelque chose, quoi. C'est de la communication dans le sens du partage. Voilà. Et donc il y a effectivement une motivation de communication derrière assez importante pour montrer aux gens que c'est possible et réussir à peut-être de leur donner espoir et à les motiver à entreprendre des choses qui les transcendent ou dans lesquelles ils doivent se dépasser, quoi. Donc, voilà, je dirais que c'est ces principales raisons qui m'ont poussé à faire ce record qui a pas été une mince affaire parce que sinon, oui, c'est sûr que c'est difficile. C'est beaucoup d'énergie dépensée pour peu de choses récoltées derrière, hein. C'est pas du football, hein, donc on n'est pas du tout sur les mêmes budgets. C'est sûr. Donc c'est vraiment un projet passion, il faut le Mhm. savoir, hein. C'est pas voilà, c'est pas là-dessus c'est un projet vitrine. Voilà, c'est pas là-dessus qu'on arrive à vivre malheureusement. Ce serait bien, hein, mais c'est pas le cas. Donc c'est vraiment un projet passion dans lequel il y a beaucoup d'investissements
personnel et qu'on essaye de faire rayonner le plus possible pour que justement les gens puissent en profiter eux aussi le plus possible. C'est exactement ça. Merci, c'est très inspirant la manière dont on parle et c'est très inspirant aussi, je pense, de pouvoir voir. Je crois qu'il y a un reportage vidéo qui va se faire et qui va sortir, donc ça va être encore plus, à mon avis, inspirant et beau de pouvoir voir ça. Est-ce qu'il y aura un partage des ressources médicales justement avec les cardiologues, etc., qui va être partagé aussi, peut-être? Ouais, Oui, oui, bah, on en parlera dans le documentaire, justement, de toute d'accord. façon. Oui, de toute On façon, va oui, parler. ça, ouais. Ok. François Raoult, mon cardiologue de l'INSEP, a été interviewé dans le cadre de ce documentaire. Donc il y a des choses qui vont ressortir, bien sûr. J'aimerais bien te demander, est-ce que tu as ressenti que justement cette résilience que tu peux trouver dans l'apnée, tu as réussi à l'appliquer ensuite dans d'autres domaines, dans des domaines par exemple émotionnels, tu vois, hein, ou dans d'autres activités physiques ou artistiques? Est-ce que à certains moments tu t'es dit, tiens, ouais, c'est le même processus que quand je suis dans la douleur, dans l'apnée ou dans la difficulté? Ben, en fait, je vais trouver le confort dans l'inconfort, je vais prendre de la perspective, je sais que cette pensée-là, au bout de quelques secondes, j'ai fait quelques brasses et puis en fait, elle est partie. Est-ce que vraiment ça t'a apporté justement ce côté très méditation, hein, parce que c'est l'objectif de justement ne pas rester attaché, voir que tout va transiter, être un peu plus dans le confort, dans l'inconfort, en attendant de voir ce qui se passe. Ça t'a apporté dans d'autres domaines. Oui, bien sûr, parce que ce qu'on apprend dans l'apnée se répercute et se transfère assez bien dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Il y a un transfert qui se fait. Il y a un transfert qui se fait assez vite d'ailleurs quand on pratique régulièrement, hein. C'est quelque chose qui est assez quantifiable, mais même à un niveau loisir, encore une fois, pas besoin d'être apnéiste à haut niveau pour pouvoir ressentir tous ces bienfaits. Et en réalité, oui, oui, il y a des impacts. Bah, l'exercice enfin, le boulot de l'apnéiste, c'est de réussir en fait à dompter et à dépasser l'envie de respirer, hein. Alors, à partir d'un certain niveau, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apnéistes loisirs qui restent totalement dans leur zone de confort, mais eux aussi, ils vont de toute façon en retirer des bénéfices, hein, qui vont être capacité, pareil, à se relâcher, le contact avec l'élément, la parenthèse qui s'opère quand on est sous l'eau en bloquant sa ventilation, qui, elle, en elle-même aussi, est très relaxante. Donc, il va y avoir de toute façon des impacts aussi pour le pratiquant, on va dire, au niveau loisir. Ensuite, effectivement, l'exercice de dépassement qui consiste à, voilà, à réussir à dompter et à maîtriser l'envie de respirer, il est très impactant. Il est très impactant assez vite dans le quotidien des pratiquants. C'est-à-dire qu'il se répercute sur le degré de confiance en soi, le degré de connaissance de soi, de ses capacités, voilà, le fait de mieux gérer les défis du quotidien, l'adversité. Voilà, c'est sûr que il y a une transformation qui s'opère assez vite et qui est liée, donc, d'une part, ce que je viens de dire, au fait de maîtriser voilà, d'avoir cette capacité à dépasser ce réflexe de survie primaire qui est très ancré en nous, qui est l'envie de respirer, d'une part, et d'autre part, lié aussi au facteur contextuel de la pratique, c'est-à-dire le contact avec l'élément, le silence, la pesanteur, la sensation de glisse, voilà, et le tout en bloquant sa ventilation, et tout ce que ça implique aussi au niveau neuronal, parce que je suis absolument persuadé que le, le cerveau passe dans un mode différent quand on est en apnée et qu'on retient sa respiration sous l'eau. Et ça, on le voit très bien, par exemple, avec les bébés nageurs, hein, qui spontanément arrêtent de respirer quand on les met sous l'eau, alors que les bébés n'ont pas le recul pour comprendre qu'on les met sous l'eau, hein, qu'il faut qu'ils arrêtent de respirer. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe archaïque très ancré en nous, hein, qui se déclenche quand on est sous l'eau, en fait, sans respirer. Et donc, ce réflexe, nous, on le garde adulte, hein. C'est-à-dire qu'il existe, hein. Donc, ce n'est pas que les bébés, chez nous aussi, hein, voilà. Donc, même si nous, on a le recul justement nécessaire pour comprendre qu'il faut qu'on arrête de respirer sous l'eau, par la force des choses, le cerveau passe dans un mode sensiblement différent, où en fait, on va être plutôt bien, plutôt relâché, plutôt zen.
Et d'ailleurs, mon camarade Guillaume Néry, je crois, a fait des études récemment là-dessus avec un groupe de chercheurs. Euh, mais voilà, l'idée, c'est que oui, il y a donc, différentes choses qui impactent le quotidien de l'apnéiste et qui se transfèrent dans son quotidien quand on pratique régulièrement et malgré lui. C'est-à-dire que c'est automatique, hein. Il n'y a pas besoin Hmm. d'y penser, d'essayer d'être là, à penser à ce que ça nous a apporté, de l'appliquer au quotidien, de s'en souvenir et tout. Pas du tout. C'est quelque chose qui se fait de manière automatique et c'est un travail de fond. Voilà. Donc, ça existe clairement. Ouais. Si tu en parles à tous les apnéistes, que ce soit à un niveau loisir ou à haut niveau, enfin, valideront en tout cas mon discours, c'est certain. Ouais, je valide aussi, je valide personnellement, ouais. Euh, c'est ce phénomène de... Moi, je travaille beaucoup justement sur la reproduction de ce phénomène de changement de mode de cerveau en dehors de l'apnée, donc pour avoir des pratiques au quotidien. Et souvent, on parle d'ondes cérébrales, donc on passe dans des ondes alpha où on est plus justement détendu, un peu plus zen, Exactement. etc., créatif. Ça, c'est la base, on va dire, du transfert. Et ensuite, on va aller sur des ondes plutôt θ ou gamma selon l'excitation qu'on peut avoir. Je pense qu'en apnée, il y a énormément de phases en ondes θ plutôt, donc qui sont des phases où on est presque dans l'endormissement. J'imagine qu'il y a des apnéistes qui sont vraiment dans ces phases-là et qui peuvent avoir aussi des éclairs de génie ou des réalisations ou des inspirations très très fortes de l'ordre de l'inspiration spirituelle de grands méditants. Et c'est toujours ça qui m'a fasciné dans l'apnée, c'est que il y a cette capacité en fait à vivre ces états de transe très simplement. Hein. La transe, c'est un mot qui peut être assez à faire peur à pas mal de gens, mais pas du tout. C'est juste se passer dans d'autres modes de cerveau où justement on change sa vision des choses. Et est-ce que toi, tu ressens que selon les phases dont tu parlais tout à l'heure, par exemple, peut-être pas dans les hautes performances, parce qu'il y a beaucoup de difficultés à ce moment-là, mais dans ton apnée plaisir en profondeur, ce que tu adores là, ce qui est vraiment plus facile, est-ce que tu as des phases où tu as vraiment cette sensation où tu es à la limite de l'endormissement, où tu as des idées de génie ou des Oui, choses bien qui sûr, viennent? hein. Oui, bien sûr. Quand on atteint un certain niveau de relâchement très avancé, même en préparation de grosses apnées, ou effectivement sur des plongées plaisir, hein, où on reste relativement dans notre zone de confort, et notamment en profondeur, effectivement, où on est quand même, oui, très concentré, hein, au sens propre du terme, c'est-à-dire centré sur soi. On ressent tout à fait ce genre de choses, ouais, bien sûr. Et du coup, en termes de préparation par rapport à cet état de relaxation et ces ondes cérébrales et différents exercices que tu pourrais faire, est-ce qu'il y a quelque chose... est-ce que naturellement, tu es quelqu'un qui arrive à te relâcher super facilement et t'endormir en un claquement de doigts? Est-ce que tu t'entraînes chaque jour ou souvent, en plus de l'entraînement en apnée, à des exercices de relaxation type auto-hypnose ou type yoga, nidra, etc. Est-ce qu'il y a des choses... Pas trop, non. Non, en réalité, ma thérapie, c'est vraiment la pratique de l'apnée en elle-même, hein. Le contact avec l'élément aquatique et la pratique de l'apnée. Après, en dehors de ça, je suis pas mal dans le boulot, hein, donc justement, c'est assez speed, surtout en ce moment. Donc non, non, après, à côté de ça, j'ai une vie assez active, voilà, où je cours un peu à droite à gauche, justement, pour développer cette carrière d'apnéiste professionnel, hein, qui est pas facile à driver, pas toujours facile. Donc ouais, ouais, il y a beaucoup de boulot à faire, enfin pas toujours facile, je dis que ça prend du temps, c'est surtout ça, hein. Après, c'est très stimulant et ça intéresse beaucoup de gens, donc c'est pas en ça que c'est difficile, mais c'est juste que c'est beaucoup de travail. Donc non, non, c'est vraiment la pratique de l'apnée, moi, qui m'apporte tout ça. J'ai aucun complément à côté, si ce n'est du sport, bien sûr, hein, mais sinon, j'ai aucun complément à côté, d'ordre, relaxation ou méditation, ou voilà, j'ai pas de même yoga, j'en fais très, très peu en réalité. Donc c'est surtout, voilà, surtout l'apnée et m'endormir le soir, bah,
Ça dépend, ouais. Si j'ai eu une journée très stressante ou j'ai un truc très stressant le lendemain, ça peut m'arriver de faire des exercices de respiration, tu vois, avant de m'endormir, justement pour réussir à me calmer. J'ai 2-3 trucs qui marchent assez bien, donc voilà, ouais, ouais, c'est, comme tout le monde, hein, somme toute, hein, le fait d'avoir une tu sais, le fait d'avoir une activité, en fait, le fait d'avoir eu une activité, si tu veux, relaxante ou d'avoir réussi à l'explorer ou d'avoir, grâce à une activité, d'avoir des notions et de comprendre des notions sur soi ou sur les autres, ne résout pas tous les problèmes, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que, on a compris certaines choses qu'on n'en est pas victime. C'est très important ça comme notion. Tu vois ce que je veux dire? Et ceux qui te disent le contraire sont soit des menteurs, heu, soit des imbéciles, je dirais, mais soit des voilà, ouais, mais en fait, si vraiment, tu es honnête avec toi-même, tu comprends que, voilà, même si tu appréhendes certains concepts et que tu les comprends et que tu arrives à les expliquer, ça ne veut pas dire que tu n'en es pas victime parfois, hein. C'est tout le principe d'ailleurs de la majeure partie de ce qui nous compose en termes de justement de personnalité, de motivation, de désir, de peur est totalement inconscient et on les active, on agit, on pense sans avoir besoin d'y penser la plupart du temps et donc on est vraiment assez dépendant de ça et dominé par ça, c'est clair. Et Ouais, mais ça m'arrive d'être stressé, ça m'arrive d'être, ouais, inquiet, ça m'arrive d'être, anxieux même par rapport à certaines choses. Voilà et je résous pas tout comme ça, ouais, ouais. tu vois? C'est absolument absolument faux tout ça, hein. Tout ça n'existe pas, hein. Bah, Et ceux qui se persuadent du contraire souvent sont pas vraiment, honnêtes avec eux-mêmes. tu peux préciser un petit peu par rapport à quoi se claquer. Tu veux dire, est-ce que c'est l'ordre de certaines techniques dont tu parles ou est-ce que c'est de l'ordre de certaines personnes, enfin, sans mentionner de personnes évidemment, mais juste. Non, non, mais tu vois que souvent des gens disent, je sais pas moi: «Le yoga m'a Ah oui. sauvé», quoi, tu vois? Le tai chi, m'a sauvé, j'ai plus aucun Hmm. problème. Souvent, enfin, moi j'y crois pas trop. Voilà, souvent, c'est des gens qui souvent se voilent un peu la face en se persuadant eux-mêmes justement que cette chose-là les a Hmm. sauvés, plutôt que de faire un réel travail de fond sur les problématiques qu'il peut y avoir, d'ordre Hmm. Hmm. psycho-émotionnel, on va dire. Et je pense que c'est un très bon complément, si tu veux, mais c'est pas un remède miracle, tu vois? Le remède miracle, c'est de comprendre les choses, de les maturer, de les réfléchir, voilà, et de les accepter aussi, tout simplement. C'est-à-dire que souvent, les gens, si tu veux, essayent à tout prix de se débarrasser de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, de l'appréhension, du doute, etc. Mais en fait, euh, moi, je pense que, de mon point de vue, hein, la meilleure chose à faire, c'est pas de se débarrasser de tout ça, en fait. C'est de l'accepter et de faire avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça existe, voilà, c'est tout. Après, il ne faut pas que ça devienne pathologique et que faut pas, voilà, je veux dire, faut, faut pas se mettre la corde au cou, c'est ça que je veux dire. Mais c'est que accepter une part raisonnable de tout ça est tout à fait normal. Et les gens qui sont en perpétuelle quête de bien-être et de se détacher totalement de tout ce qui peut être entre guillemets négatif sont en fait pour moi, c'est une Hmm. fausse quête. Ça n'a pas lieu d'être. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est compiler avec tout ça, l'accepter et le stress, l'anxiété, l'angoisse, le chagrin, le doute, le manque de confiance font partie de ce qui fait de nous des êtres humains. Et en réalité, c'est très important aussi de ressentir tout ça. C'est ça aussi qui fait de nous des êtres complets, hein. Et c'est pour ça que ça m'a toujours agacé, si tu veux, les illuminés qui disent qu'ils ont aucun problème, ou qui font croire qu'ils Hmm. n'ont aucun problème, qu'ils ont réussi à tout résoudre grâce à quelque chose de miracle. Ouais, tout ça, j'ai plutôt tendance à m'en écarter, quoi. Voilà, ça m'intéresse pas trop. Ah, ça me fait
plaisir, je crois. Je ne sais pas si c'est plaisir, mais ça m'excite en tout cas ce que tu viens de dire parce que c'est un des chemins que j'ai réalisé en créant justement cette méthode que j'ai mis en place et qui est une combinaison très intéressante. Et la première chose, en fait, c'est justement d'accepter de dire oui à ce qui est là et de redéfinir en fait la relation qu'on va avoir avec le doute, avec le manque de confiance, avec etc. etc. Et de voir que ce qui est vraiment un des trucs les plus fascinants, c'est que on va interpréter la sensation ou l'hormone qui est dans notre corps d'une manière ou d'une autre et on va l'interpréter et c'est ça qui va créer l'émotion, c'est ça qui va créer le doute. Et on peut changer cette interprétation-là, en fait. En se rendant compte que, par exemple, la peur ou l'anxiété, c'est la même hormone que l'excitation. Donc, c'est juste son discours par rapport à ça qui va changer. Et toutes nos émotions, ensuite, on se rend compte que ce sont des moteurs. Et les émotions les plus difficiles, qui nous paraissent difficiles, sont les moteurs qui nous font le plus avancer dans la vie. C'est la vérité. Si on regarde vraiment, comme tu disais, les moments de plus grand drame, les moments de grande maladie, c'est là où on fait les vrais changements, les grands changements. Et du coup, à partir du moment où on accepte que c'est la première phase de toute chose, c'est d'accepter ces choses-là. Et ensuite de voir, OK, grâce à ça, qu'est-ce que je vais créer? Grâce à ça, qu'est-ce que je vais mettre en place? Est-ce que j'ai envie d'évoluer? Comme tu disais, on ne va pas se répéter pour se rester dans cette douleur, etc., par exemple. Mais c'est vraiment fascinant et c'est un des points très importants qui va être difficile parfois à appréhender par des gens qui vont trouver le bouddhisme, la pleine conscience, le yoga, le tai chi, etc. Toutes ces spiritualités, on va dire, ces pratiques spirituelles, parce que il y a dans ce phénomène d'acceptation de toute chose, parfois il y a un phénomène de fuite aussi, de dire que rien ne me touche et de dire je suis complètement éveillé et rien ne m'affecte et j'ai tout résolu. Et en fait, ça revient au galop parfois et c'est pas forcément des personnes qui sont inspirantes. Mais dans beaucoup de philosophies orientales et de spiritualité, cette notion d'accepter pleinement toutes les douleurs et de les vivre pleinement et toutes les peurs sont les plus grands des moteurs. Et ça, c'est vraiment crucial et c'est la première phase de toute chose pour réaliser quoi que ce soit. S'il n'y avait pas de peur au moment où tu t'engageais sous l'eau, juste avant d'entrer sous l'eau, s'il n'y avait pas de risque, etc., il n'y aurait pas cette concentration, il n'y aurait pas cette motivation, il n'y aurait pas cette excitation nécessaire au niveau hormonal qui fait que tu as dépassé, tu as réalisé quelque chose d'hors norme au niveau de l'humanité, là pour le coup. Donc merci d'avoir éclairé ça, parce que c'est aussi euh, une des clés et un des moteurs de ce podcast, c'est de faire le lien entre science et spiritualité d'une nouvelle manière pour redéfinir cette vision-là, et pour dire que on peut avoir des expériences spirituelles sans avoir besoin de pas faire de partie d'une religion orientale, et que la vie en elle-même, tous les versants de la vie sont là pour nous accompagner. Donc merci pour ça. Et je voudrais aller peut-être sur une des dernières questions avec toi aujourd'hui sur le phénomène de la curiosité, le phénomène de l'enthousiasme, parce que je crois savoir, j'ai entendu que dans l'entraînement en apnée, tu avais un type d'entraînement, je me souviens plus du nom de ton entraîneur, mais tu vas pouvoir nous le redire, qui a créé une méthode assez spécifique qui est beaucoup moins aller dans le dur et souvent dans l'entraînement haute performance, souvent dans l'entrepreneuriat, souvent dans notre société, on veut toujours aller, je pousse jusqu'au burn-out en gros, alors que justement on n'a pas compris qu'il y a ces cycles de flow il faut progresser petit à petit avec ce cycle et on récupère et on se crée de l'enthousiasme et de la motivation et on cumule ces motivations-là et ce jeu en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça amène un peu de jeu, de plaisir grâce à voilà, ce côté ludique qu'il pourrait y avoir, si c'est bien ça que j'ai compris, hein. Oui, bah, je suis coaché depuis près d'une dizaine d'années maintenant par un entraîneur apnée français qui s'appelle Guillaume Lescure, euh, qui est, euh, qui a développé une méthode qui, selon moi, est la meilleure méthode d'entraînement, hein, parce que j'ai eu la chance d'en essayer quelques-unes et, et je pense que, enfin, en tout cas pour moi, c'est celle qui vraiment me convient le mieux. Euh, je dis pas que les autres sont mauvais, hein, pas du tout, loin de là, mais il y a quelque chose en tout cas d'unique dans sa méthode à lui, c'est qu'effectivement c'est très ludique euh, et c'est très axé sur la préservation du mental. Voilà. Parce que l'apnée est un sport très exigeant mentalement, surtout pour moi, par exemple, ou des profils d'apnéistes comme le mien, parce que j'ai envie de respirer très très vite. Et donc, je fais partie de, du profil d'apnéistes qui ont envie de respirer vite, hein. Il y a différents profils.
Il y a des profils d'apnéistes qui ont envie de respirer vite, des profils d'apnéistes qui ont envie de respirer très très tard, donc très très loin dans la performance, euh, qui sont moins nombreux évidemment, hein. Et donc je sais que voilà, en tout cas Guillaume Lescure a une méthode d'entraînement ludique est très adaptée au profil d'apnéiste comme le mien. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais, par exemple, de longue distance à l'entraînement. On travaille sur, je sais pas, on va travailler jusqu'à 100 mètres maximum la plupart du temps. C'est vraiment rare quand on dépasse 100 mètres. Il n'y a jamais de répétition de grosses distances, jamais de pyramide, il n'y a Hmm. jamais de 10 fois 100 mètres, par exemple, jamais tu vois, je sais pas, 50, 75, 100, 125, 100, 75, 50. Il n'y a pas de pyramide comme Hmm. ça, par exemple, tu vois. Il y a rien de bête et méchant. Tout est réfléchi, très fin, très calibré pour chacun. On joue sur les distances, sur les vitesses de nage, sur les temps de récupération, sur les techniques de nage. On fait du go stop and go, on fait voilà, on varie sur plein de facteurs qui permettent en fait d'avoir jamais deux séances qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'on a toujours une séance différente à venir. Sur les séances, très régulièrement, enfin très rarement, on a deux exercices qui reviennent d'un moment à l'autre, c'est-à-dire qu'en général, on a des séances qui sont faites avec des exercices nouveaux. C'est toujours que des exercices nouveaux qu'on n'a jamais fait quasiment. Parfois, ça arrive qu'il y ait des exercices qui se répètent, mais il y a souvent une petite variante dans l'exercice, d'un Mhm. entraînement à l'autre, je veux dire. Donc il y a quelque chose de très ludique et de très, je dirais, on a la curiosité de l'entraînement qui va arriver et de l'entraînement qu'on va faire parce qu'on voit l'entraînement, on voit les exercices et on se dit, ah bah, tiens, ça, évidemment, on l'a jamais fait parce que c'est jamais deux séances qui se ressemblent. Et du coup, bah, comment je vais réussir à appréhender cette séance? Est-ce que ça va être dur? Est-ce que ça va être facile? Est-ce que voilà, donc il y a toujours cette curiosité. Et en fait, Guillaume Lescure a cette capacité et cette maîtrise à réaliser, à confectionner en fait des programmes d'entraînement. Euh, alors bon, il y passe énormément de temps. Il est passionné, hein, c'est un vrai passionné d'apnée et d'entraînement en apnée. Il pouvait faire que ça, il ferait que ça. Malheureusement, enfin, il ne peut pas parce qu'il fait ça de manière totalement bénévole en plus, donc c'est assez incroyable. Et il fait ça par passion, voilà, évidemment. Et beaucoup de gens dans le monde de l'apnée font les choses par passion comme lui. Donc voilà, il a cette capacité, cette maîtrise en tout cas du coaching en apnée qui nous permet nous de nous entraîner dans les meilleures conditions qui soient. Et pour preuve, par exemple, je m'entraîne actuellement avec mon camarade Guillaume Néry, qu'on connaît bien dans le monde de l'apnée et dans le monde du sport d'une manière générale, du sport français. Et Guillaume, à la base, est vraiment un apnéiste en profondeur. C'est un apnéiste en mer qui s'entraîne beaucoup en profondeur. Alors, il a fait énormément de piscine avant, mais surtout en technique de nage. Il a beaucoup fait de nage avec palme pour apprendre la technique, mais c'était pas tant que ça un adepte de l'apnée en bassin. C'était pas trop son truc. Il avait essayé, mais voilà, on avait souvent parlé ensemble avant et c'était pas trop son truc, quoi. Et depuis qu'il a découvert, depuis que je suis arrivé à Nice, donc il y a 2 ans, j'ai, euh, on va dire que j'ai essayé de stimuler un petit peu la ligne compétition de mon club, le SIPA, donc où j'ai essayé de dynamiser un petit peu les entraînements qu'on avait là-bas avec mes camarades. Je n'ai pas été le seul, bien sûr, mais j'ai essayé voilà, d'apporter un petit peu ma touche là-dedans. Et du coup, mon coach Guillaume Lescure a accepté de nous faire les séances dans le cadre du club. Et du coup, Guillaume est venu avec nous et par exemple, voilà, il s'est mis à aimer l'apnée en piscine grâce aux séances de Guillaume Lescure. Donc il y a vraiment quelque chose de différent, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et au point que des types comme Guillaume Néry qui détestaient l'apnée en piscine se sont mis à aimer l'apnée en piscine. Donc tout est possible, quoi. Et aujourd'hui, Guillaume s'entraîne avec nous régulièrement pour venir travailler l'hypoxie, l'hypercapnie, la technique.
il vient travailler ça avec nous en bassin. Et évidemment, c'est des trucs qui transfèrent ensuite en mer en profondeur, hein, dans son entraînement en profondeur, mais ça lui sert beaucoup et il aime ça. Donc c'est assez extraordinaire pour être noté, quoi. Ouais, c'est extraordinaire et c'est un très beau message pour tous les gens qui recherchent à recréer la motivation pour une activité. C'est la curiosité, c'est la nouveauté, c'est exactement ce que tu as dit. C'est des facteurs de flow qui sont parmi les plus importants. Donc, dans l'entraînement en général, mais dans la vie, c'est vraiment, vraiment super. Merci Arthur, je crois on va pouvoir clôturer cette conversation. Merci beaucoup pour ce partage. Je te souhaite de diffuser ces belles paroles et cette expérience du hors-norme au maximum de gens, d'arriver à équilibrer aussi ton mode de vie avec tout ce que ça demande. Est-ce que tu voudrais Merci. partager quelque chose pour terminer? Si les gens veulent suivre un peu nos aventures, ça se passe beaucoup sur Instagram. Voilà, principalement, hein. Il y a des projets, il y a ce beau projet de record qui vient de se terminer, puis on va avoir d'autres projets à venir, voilà, dans les mois et les années à venir là. Donc voilà, si les gens sont intéressés par tout ça et ces aventures, ça se passe sur Instagram, Arthur Guérin-Boéry, bien sûr. Voilà, on est plusieurs apnéistes, hein, de haut niveau en France à beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, si ça intéresse les gens, on a pas mal d'athlètes français très présents sur Instagram notamment, donc, qui partagent de belles choses et de belles valeurs. Voilà. Ouais, vous retrouverez dans la description de cet épisode de toute façon tous les liens nécessaires pour aller directement voir le profil d'Arthur, les différents projets donc sur Instagram qu'il peut poster et puis retrouver tout ça. Merci encore Arthur et tout le meilleur vers vous. Merci à toi. Merci beaucoup. Les pratiques et renforcer votre système de flow pour générer motivation, sagesse et créativité au quotidien. Un épisode vous a particulièrement inspiré? Retrouvez la pratique dans un micro-programme inspiré du mode de vie des personnages du podcast. C'est le programme Inspiration. Alors n'hésitez pas, allez voir et vous pourrez mettre en place ce programme pour vous avec quelques audios, un programme quotidien et des notions clés qui vous permettront de vous inspirer et surtout de mettre en application les techniques de ces personnages inspirants. Et n'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire et valoriser ce podcast, le partager et faire qu'on va rayonner ensemble encore plus le flow.